Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Vous connaissez Nicolas? Nicolas Normand est un ancien ambassadeur de France qui a sévi au Mali, au Congo et au Sénégal. Il est aussi l'auteur d'un bouquin intitulé, en toute modestie, Grand livre sur l'Afrique, paru en 2019. Rien que ça. Écoutons donc l'ami Nicolas, cet expert de notre continent. Ce sont des pays quand même dépendants de l'étranger, n'est-ce pas? Ce sont des pays pauvres qui n'ont pas beaucoup de ressources, même s'il y a de l'or au Mali, même s'il y a un peu de pétrole au Niger, ils ont absolument besoin de partenariats. Le problème, c'est que la Russie ne leur apporte aucune aide, sauf une aide militaire pour faire une garde prétorienne autour des putschistes, en fait. Ça, personne d'autre ne pouvait le faire. Ce sont des pays très pauvres et qui n'ont pas de moyens budgétaires. Et la Russie elle-même a le PIB de l'Espagne. C'est un pays pauvre qui n'apporte pas d'aide, qui fait payer ses services. Ces mercenaires Wagner, il faut les payer, alors que Barkhane et les appuis militaires français étaient gratuits pour les pays africains. Donc, je crois que les pays africains vont se lasser de payer les Russes. Ça va? Vous êtes un peu énervé? Attendez, ce n'est pas fini. Ils sont nombreux, comme lui, à venir nous expliquer que l'Afrique est pauvre, qu'elle ne représente rien dans le commerce extérieur français. Il y a 2 ans, j'ai engagé un palabre sur Twitter, devenu X, avec l'ex-ambassadeur de France aux Nations Unies et aux États-Unis, Gérard Haraud. Il m'a d'ailleurs promptement bloqué, ainsi que toute une flopée d'Africains qui avaient également réagi avec moi. Le 2 octobre 2022, l'ami Gérard a publié que toute l'Afrique ne représente que 5% de tout le commerce extérieur et des investissements français. Et que même dans les 5% là, c'est l'Afrique anglophone qui est majoritaire. Quelques heures plus tard, son 5% avait baissé à 4%. Vous me direz, c'est toujours mieux que les 3% auxquels nous ramène l'ami Nicolas. Maintenant, l'Afrique anglophone, ça représente 1% de notre commerce extérieur. Même chose que l'Afrique francophone, même chose que l'Afrique du Nord. Le continent africain tout entier, c'est 3% de notre commerce extérieur. Il n'y a aucun pays africain... 25% pour la Chine. Oui, c'est 17% dans la plupart des pays africains, la part de la Chine. Voilà. Et donc, en réalité, il n'y a aucun Africain dans les 10 premiers partenaires français. Aujourd'hui, on va en finir avec cette légende urbaine. Les chiffres auxquels il se réfère de la Banque mondiale, de l'INSEE, sont faux et truqués et je vais le démontrer. Un de mes tontons travaillait au Gabon à la grande époque de Elf. Chargé d'auditer les procédures d'enlèvement, il constate qu'en lieu et place de 2 cales de navires chargés de pétrole mentionnés sur le manifeste, ce sont bel et bien 3 cales qui sont chargées. Quand il veut noter la différence, on lui fait savoir très clairement et très gentiment que grand, si tu tiens à la vie là, tu ferais mieux de te taire et de faire ni vu ni connu. Certains vont dire que non, ça là, elle raconte, elle invente. Écoutons donc le professeur Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire, nous dire ce qu'il a découvert au temps où il était ministre du budget en Côte d'Ivoire. Et écoutez. Moi, je suis allé visiter ici à Abidjan une des plateformes pétrolières, mais en haute mer là-bas, j'étais avec feu le ministre Daouda Thiam, parce que je voulais savoir où passait l'argent du pétrole. Il m'a dit, viens, on va aller. On a pris l'avion, on est arrivé, on a regardé. Quand on est revenu, tu as compris, non? Mais, chers amis, on est couché à Abidjan, les tankers viennent faire le plein et puis s'en vont. Et puis c'est eux qui nous disent, bon, on a pris 10 barils, 20 barils, et nous on comptabilise ça dans le budget. Ça fait que on est pays pétrolier, mais notre production ne dépasse jamais les 40 000 barils jour. 40 000 barils, c'est rien du tout. Mais en même temps, depuis 1960, là-bas, on n'a pas été capable de construire une raffinerie ici pour raffiner ce pétrole ici et puis le vendre ici. Ce petit pétrole-là s'en va et puis on commande du pétrole nigérien pour le raffiner ici et le vendre ici. Après, on se plaint des fluctuations du dollar. Il ne faut pas vous en tenir aux parités, au taux que les gens donnent. Ce n'est que la partie visible. Ce qu'il dit là, qui se passait en Côte d'Ivoire en 2000, ça rejoint, ça corrobore
ce que le Congolais Pascal Lissouba, qui fut premier ministre de 1963 à 66, puis président de la République du Congo de 92 à 97, a raconté pour la postérité, c'est-à-dire pour nous, dans un documentaire en 2001, Magnéto. Ça commence sur les puits de pétrole eux-mêmes. Les installations industrielles sont à 600 km de Brazzaville, près de la ville de Pointe-Noire, au bout d'une des rares routes bien goudronnées du pays. On a suivi les panneaux, il faut prendre à droite. C'est indiqué. Voilà le terminal pétrolier de Djeno. C'est ici que transite le pétrole, extrait par Elf, pour son compte et celui du pays. Les puits sont en mer. Au bout d'un chemin, il n'y a rien à voir, si ce n'est quelques tuyaux qui s'enfoncent dans l'océan, derrière une grille. Problème, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par Elf, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont Elf, les employés sont Elf, les chiffres sont donnés par Elf et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Vous avez entendu, non? Pour ceux qui sont encore dans le déni et qui seraient tentés d'affirmer que ce sont des jérémiades victimaires d'Africains frustrés, de panafricains, comme leurs patrons du Quai d'Orsay leur ont dit de nous qualifier, la personne la plus au courant de ces affaires, à savoir l'ex-patron de Elf, le français Loïc Le Floch-Prigent, va nous dire ce qu'il en est. Écoutons-le d'abord nous parler des cargaisons et même des bateaux non déclarés. Au large de ces plages, des quantités de pétrole importantes auraient ainsi été acheminées sans que les officiels congolais n'en soient mis au courant. Parfois même des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Le Floch-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé, quand les dispositifs de comptage n'étaient pas aussi précis que maintenant. Alors, on peut estimer qu'aujourd'hui, les dispositifs de comptage sont précis, du moins dans certains pays. Alors si je prends l'exemple quand même concret des pays africains, et notamment dans les années 70, 80, 90, est-ce que les systèmes de comptage étaient précis? Les systèmes de comptage étaient imprécis. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi Patrice Talon voulait à tout prix empêcher les officiels nigériens de superviser l'enlèvement de leur pétrole au terminal de Semek-Podji. Dans ce qui était chargé, il y avait les cargaisons officielles du Niger, mais il y avait aussi sa part fantôme à lui et celle de ses patrons complices français. Donc, que les Nigériens viennent contrôler, comme mon tonton dont je vous ai parlé au début là, ça n'arrangeait pas les affaires de ce voyou de Talon. Et c'est pour ça qu'il les avait fait arrêter en violation des accords signés. Il voulait sauver son mangement, mais son vaudouna ne peut pas gagner contre la vérité et la volonté de souveraineté des Sahéliens. Là, on a vu comment les quantités sont biaisées. Ces chiffres qui sont à la base des données fournies par l'INSEE, la Banque mondiale, etc. Reconvoquons donc maintenant Loïc Le Floch-Prigent pour nous éclairer sur le trucage de la partie financière. Loïc, reviens. Il y a 10 millions d'années, 100 millions d'années de travail qui a été fait par la Terre pour transformer les algues en pétrole. Ces années-là sont des années gratuites. Alors on va trouver du pétrole dans des conditions extraordinairement bon marché et on va le vendre à un prix élevé puisqu'il est en concurrence avec d'autres sources énergétiques. Donc ce différentiel est énorme.
On est à un pétrole grossièrement aujourd'hui, mettons, en moyenne, à 3-4 dollars qui sort, et puis on le vend à 80. Tout cet argent entre les deux est un argent qui va à un certain nombre de gens. J'espère que vous avez bien écouté. J'espère vraiment que vous avez bien écouté. Le monsieur nous dit qu'il achetait le pétrole à 4 dollars aux pays africains et que lui ensuite allait le revendre à 80 dollars là-bas. Les 76 dollars de différence, c'est pour eux là-bas. Nous, on n'a rien dedans. Quand ils viennent s'installer chez nous, ils créent des entités localement. Elf Gabon, Total Cameroun, Total Congo, Total Côte d'Ivoire, Somaïr, au Niger, dans l'uranium. Ce sont juste quelques exemples. Souvent, nos États viennent s'enorgueillir. Oui, on a 30%, on a 40%, 65% dans ces entités. Sauf que, d'une part, celles-là ne payent pas les impôts comme il faut. On l'a vu avec les affaires de Barrick Gold, de Resolute Mining, de Robex, de Allied Gold et compagnie au Mali. Et d'autre part, ce ne sont pas elles qui gagnent le vrai argent parce que c'est sur ces entités locales que toutes les charges sont passées. Si tu as 90% de petits et que moi j'ai 2% de géants, pour moi, dépasse pour toi. Donc, si tu es intelligent, tu vas aussi aller chercher les 2% de mastodontes et ne pas te contenter d'aller crâner avec les 90% de nyama-nyama là-bas. Et c'est le même business model qu'ils utilisent dans tous les secteurs. Quand vous entendez les Français fanfaronner que, ouais, de toute façon, l'uranium du Niger ne représente plus que 20% de l'approvisionnement français, alors que le Kazakhstan est à 40%, mais qu'en même temps, vous les voyez hurler, envoyer des terroristes, violer la Convention de Vienne, préparer une invasion militaire pour remettre au pouvoir leur pion Bazoum, vous avez maintenant tous les éléments pour avoir la bonne grille de lecture. Normalement, quand quelque chose ne vaut rien, n'a aucune valeur ajoutée pour toi, quand on te dit de partir, mais tu cours même pour sortir sans te retourner. Toi, tu dis que je suis laide, que je sens mauvais, que je ne sais pas faire la cuisine et même que au lit là, ça donne pas. Mais quand je te dis que bon, comme c'est comme ça, je vais te laisser, je vais partir et divorcer, comme ça tu seras libéré de moi et puis tu seras libre d'épouser Miss Monde. Te voilà qui te roule par terre, qui t'accroche à mes pieds, qui va rameuter toute la famille pour me convaincre de rester, qui va poser 18 cadenas sur la porte, verrouiller toutes les fenêtres et qui va même jusqu'à embaucher des vigiles armés en leur disant que je ne dois pas sortir et que si je sors, ils n'ont qu'à même tirer sur moi. Aïe! Vous voyez, non? Joli Kazakhstan est là. Nyanga Australie est là. Beauté Canada est là. Tu peux acheter uranium là-bas. Waouh! Pourquoi ça te gratte quand l'aideron Niger, qui ne vaut rien, te dit de partir? Tout simplement parce que le business model de Orano au Niger était le même que celui de Elf, que Loïc Lefroc-Prigent nous a décrit tantôt. Au Niger, ils achetaient à petit prix de l'uranium qu'ils revendaient au prix du marché en se faisant des marges de tonnerre. Alors que chez les Miss Kazakh, Australie et Canada, là, il est obligé de payer ça au prix du marché et sa marge est mingiri comme ça. Et je le répète, c'est pareil dans tous les secteurs. Cette usine n'est toujours pas construite? Non, elle n'est pas construite. Donc la Suisse et la France achètent du minerai brut qu'ils mais ils n'achètent pas. Non. Depuis 1966, ils extraient, ils exploitent, mais ils n'ont jamais payé un franc. Comment ça se fait, ça? Ben oui, mais c'est comme ça, parce que, comme c'est l'uranium, nous ne devons rien dire. Et aussitôt qu'on veut essayer de demander, de parler, on nous fait taire. Ah. Absolument. Donc, années... Depuis 1966 jusqu'aujourd'hui, mais il s'agit de... ni la France ni la Suisse n'a versé un franc pour tout ce minerai. Alors, si cette vidéo vous a déjà bien énervé, attendez, j'ajoute encore Guassou dessus avant de sortir. Loïc nous a dit qu'il payait 4 dollars aux pays africains et qu'il allait revendre 80 dollars en empochant une marge de 76 dollars. Mais est-ce que vous vous rendez bien compte que l'escroquerie ne s'arrête pas là?
quand les présidents français, non contents d'avoir envoyé leur société nous voler en plein jour, reviennent vers les espèces de chiffres molles qui nous servent de chefs d'État et leur demandent de piocher dans les 4 $ là qu'ils nous ont laissés pour prendre une partie et leur renvoyer pour financer leur campagne électorale et leur parti politique là-bas en France. Écoutons tour à tour un des transporteurs de mallettes d'argent et un des donneurs de mallettes d'argent. J'accompagnais Aurillac, disons à Libreville ou à Ouaga et autres. J'avais une audience à moi, privée, avec le chef d'État que Michel Aurillac, le ministre, venait de quitter. Et je disais, bon voilà, Bongo c'était papa, Blaise c'était Blaise, Sassou c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive, il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, ok, Banco, on y va ? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient ? Non, c'est eux qui décidaient. Mais jamais ça n'est descendu en dessous d'1 million de dollars. Jamais. Jamais. Vous étiez là ? Toujours. Pour la remise des fonds ? Toujours. C'est comme ça que ça se passait, M. Perelman. En toute illégalité. Ça, c'est plus mon problème. Le président de la République française me demande des choses, j'exécute. Le président des États africains envoie son émissaire. Moi, je ne suis en rien là-dedans. Vous ne vous êtes jamais servi au passage ? Jamais. C'est mal me connaître. En 1995, parce qu'il faut qu'on avance, vous dites aussi là qu'il y avait des contributions. Bongo, Sassou, Compaoré, le maréchal Mobutu. C'est le même mécanisme. Ensuite, exactement le même. Vous dites qu'en 95, pour la campagne, c'était au moins 10 millions de dollars. Absolument. Alors, en 2002, on revient, parmi les nouveaux donateurs, si j'ose dire, de ce système quand même étonnant, Abdoulaye Wade, le président, et Laurent Gbagbo, beaucoup plus étonnant, président de gauche. Il a avoué à sa sortie de prison de la Cour pénale internationale que vous et Dominique de Villepin, vous l'avez fait cracher au bassinet. Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce qu'ils m'ont demandé. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Dont acte. Je récapitule. Les impôts, ils ne paient pas. Les charges, ils nous facturent. La quantité, ils sous-déclarent. Et ce qu'ils déclarent, ils sous-paient. Et ce qu'ils sous-paient là, ils récupèrent une partie pour financer leurs activités politiques en France. Alors après, quand ils viennent sur les plateaux télé ou dans les réseaux sociaux avec leur long nez, leurs lèvres pincées et leurs doigts crochus, vous dire que l'Afrique ne représente que 3% du commerce extérieur et des investissements français, pour fermer leur bouche là, postez dorénavant le lien de cette vidéo que je termine en laissant la parole au meilleur sachant de ces pratiques. J'ai nommé le président français Jacques Chirac. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, commentez, partagez le lien et si vous le pouvez, contribuez à mes cagnottes dont le lien s'affiche à l'écran. À bientôt.